bonjour! Comment ça va amigos? Alors je vais vous surprendre, mais dans cette vidéo il va être question de relever un sujet duquel on parle pas souvent et pourtant qui a un sacré scandale. Je vais vous donner mon point de vue sur la forme ultime de Gohan, et j'entends bien la forme, hein, on va vraiment parler de la forme. Et non pas de Gohan. Et en fait dans cette vidéo il va être question pour moi d'essayer en tout cas de vous expliquer pourquoi je pense que cette forme ultime est, même aujourd'hui dans Dragon Ball Super, la forme la plus puissante qu'un Saiyan ou qu'un n'importe quel autre guerrier puisse atteindre. Le fait que cette forme ait été complètement mise de côté sans faire attention à ce qu'elle est réellement prouve bien que Dragon Ball Super ne peut pas se présenter comme une suite cohérente de Dragon Ball, mais comme un manga indépendant dont le but non avoué est de créer des transformations pour pouvoir ensuite jouer sur le marketing qu'elle génère. Alors en préambule de cette vidéo, il faut absolument commencer à faire un distinguo, et c'est très important, entre la valeur de la forme, c'est-à-dire la puissance que génère cette forme, et la fonction de cette forme. C'est deux choses complètement différentes. Je parle de la valeur en termes de puissance et de la fonction narrative. Donc qu'est-ce que cette forme apporte à l'intrigue de Dragon Ball, et il faut vraiment séparer les deux parce que là, dans cette vidéo, on va se consacrer surtout à la valeur. Mais d'un point de vue narratif, la fonction de cette forme n'est absolument pas d'apporter une nouvelle transformation super forte à Dragon Ball, pas du tout. La fonction de cette forme, c'est simplement de permettre à Gohan de revenir sur le devant de la scène. Comme toutes les transformations dans Dragon Ball Z, la puissance qu'elle génère n'est là que pour surpasser l'ennemi pendant un court instant avant d'être à nouveau dépassée, comme c'est le cas souvent dans le manga. C'est pour cela que non, il ne faut pas s'offusquer du fait que cette forme ait été utilisée puis dépassée si rapidement, puisque narrativement parlant, les évolutions de puissance des personnages ont deux fonctions principales dans le scénario. Première fonction, battre l'ennemi, Gohan SSJ2, Goku SSJ1, etc. 2. Permettre de dépasser l'ennemi pendant un moment pour que lui puisse avoir un power-up par la suite. Mais on va justement se concentrer sur la valeur de cette transformation, c'est-à-dire ce qu'elle peut potentiellement représenter en termes de puissance, cette transformation, enfin cette forme qui a été vraiment mise de côté, qui est un peu passée inaperçue, alors que je suis certain que même encore aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, elle pourrait être la forme la plus puissante de tout Dragon Ball Z. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais avant, la petite devinette Dragon Ball. Attention, vous allez voir une image pendant 10 secondes et vous allez devoir en commentaire me dire qui a dit ça dans Dragon Ball, à qui et à quel moment. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, très bien, je vais maintenant vous expliquer pourquoi selon moi cette forme est la plus puissante. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce et à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, à la partager. C'est parti, pourquoi la forme ultime est selon moi la plus puissante de tout Dragon Ball. Cette forme se nomme en japonais Ultimate Gohan ou Saiko Senshi, à savoir guerrier ultime. Ultime. Qu'entend-on par ultime? Tout simplement que cette forme est la forme qui ne peut être égalée et dépassée. Et ça se vérifie dans les faits. Tout d'abord, même si l'exemple de Kid Buu est un contre-exemple à ce que je vais dire, en général, la dernière forme d'un Saiyan est la plus puissante. Ce n'est donc pas pour rien que Gohan a accédé à cette forme ultime après que Goku ait atteint le SSJ3. C'est pour nous expliquer qu'effectivement cette forme est bien supérieure au SSJ3, n'en déplaise à tous ceux qui pensent le contraire. Effectivement, Goku sait très bien que contre Super Buu, il n'a aucune chance et reproche à Vegeta d'avoir brisé les Potala, alors que Gohan ne fait qu'une bouchée de Super Buu. Donc par cette simple analyse, pas la peine de chipoter, Gohan Ultime est bien plus puissant que Goku SSJ3. Et pour tous ceux qui pourraient me répondre que dans le film de Tapion, Goku SSJ3 est plus fort que Gohan Ultime, je répondrai tout simplement qu'il s'agit d'un film non canon, et encore une fois que très souvent, il faut avant tout regarder la fonction de cette transformation lorsque l'on commence à se dire que certaines choses ne sont pas cohérentes. Le film doit se terminer avec un Goku SSJ3 qui perfore Hirdegard, donc la cohérence. À ce moment-là, les réals s'en branlent un petit peu. Dois-je te rappeler qu'à la fin de ce film, ils nous sous-entendent que l'épée de Tapion est l'épée de Mirai Trunks. Bref. Alors à ce niveau-là, il convient quand même de rappeler comment Gohan a atteint cette forme et en plus commencer à donner quelques explications sur qu'est-ce que c'est que cette forme. Le vieux Kaioshin décide de faire cadeau de cette forme à Gohan pour l'avoir libéré de son épée. Il lui propose de bénéficier de son talent et là les mots sont importants. Non pas que je veuille faire mon théoriste à deux balles, mais pour une fois, il faut vraiment lire ce que Kaioshin dit. Il peut permettre à n'importe qui d'utiliser le maximum de sa puissance potentielle et même au-delà. Goku lui dit alors que cette faculté est très courante et pendant longtemps j'ai pensé exactement la même chose. C'est vrai, qu'est-ce qui différencie cette faculté du chef Namek? Akira Toriyama a créé ce manga, donc si il propose cette faculté à ce moment-là de l'histoire, c'est bien qu'elle apporte quelque chose de différent.
Et la réponse se trouve tout simplement dans ce que Kaioshin répète à Goku. Au-delà de la puissance potentielle, je suis le seul à pouvoir le faire. Effectivement, le fait de pouvoir libérer une puissance supérieure à la puissance potentielle maximale du guerrier revient tout simplement à lui permettre de libérer une puissance qu'il n'aurait pas pu atteindre par lui-même à l'instant T, même en libérant sa colère, puisqu'il s'agit pour lui d'obtenir une puissance au-delà de son potentiel. Donc, pour le dire plus clairement, une puissance qu'il ne possède pas, ni réellement, ni potentiellement. Et justement, pour vous expliquer ce que j'entends par là, il va falloir qu'on fasse un petit détour pour que aussi je vous explique qu'est-ce que j'entends par la notion de potentiel. En fait, comme le dit Kaioshin justement à ce moment-là, c'est pas la transformation qui compte. Jusque-là, les Saiyans accédaient à plus de puissance en procédant toujours de la même manière. Ils atteignaient leurs limites, mais savaient, ou plutôt sentaient, qu'ils pouvaient atteindre un stade supérieur avec un entraînement physique et psychologique adéquat. Sangoku l'a compris très tôt avec le Kaioken au potentiel, et j'insiste sur ce mot potentiel, qui est infini. Pour atteindre plus de puissance et démultiplier le Kaioken, il doit s'astreindre à un entraînement physique intense afin de permettre à son corps de supporter la pression engendrée par cette technique. Les Super Saiyans n'échappent pas à la règle. En effet, après le combat contre les cyborgs, Vegeta décide de tenter de surpasser le niveau de simple Super Saiyajin, ce qui va entraîner l'évolution de la forme Super Saiyajin vers une forme différente jusqu'à atteindre le Super Saiyajin 1 Full Power de Goku. Plus un guerrier s'entraîne, plus il permet d'augmenter deux choses: sa puissance maximale à force d'entraînement et sa puissance potentielle qui est bien supérieure à sa puissance maximale. Et les deux évoluent de manière proportionnelle, ce qui veut dire que plus un guerrier devient puissant, plus sa puissance potentielle est immense. Pour les Super Saiyans, disons que chaque transformation n'est possible que parce que le guerrier a déjà emmagasiné assez de puissance pour que sa puissance potentielle puisse se révéler la plupart du temps au moyen d'une émotion comme la colère. Je prends l'exemple de Gohan Super Saiyajin 2. Avant qu'il puisse atteindre ce stade, il n'est pas conscient de la puissance potentielle qu'il possède. Goku, lui, le sait, ce qui prouve bien que plus un guerrier s'entraîne, plus il développe, en parallèle de sa puissance réelle, une puissance potentielle dont il n'a pas conscience. Et pour les Saiyans, une intense colère permet de la libérer. D'ailleurs, prenez n'importe quel guerrier Saiyan, ils ne se sont pas transformés en Super Saiyajin sans avoir jamais combattu durement derrière et posséder une puissance déjà démesurée. Pour le cas de Trunks et Goten, puisque je suis sûr que vous allez me le demander, ils ne font pas exception à la règle, puisque les deux sont déjà bien affûtés au moment où ils se transforment. Vegeta a entraîné Trunks, et Goten c'est une exception, comme Broly, disons qu'il possédait déjà ce qu'il fallait potentiellement. D'ailleurs, Gohan est complètement abasourdi par la puissance de Goten lorsqu'il s'entraîne avec lui. Cependant, une fois un stade atteint, le Saiyan va encore devoir s'entraîner et charbonner pour respecter ce processus, augmenter sa puissance maximale pour que son potentiel augmente aussi, et au moment opportun, par le moyen d'une transformation, il pourra à nouveau libérer un nouveau potentiel. L'évolution d'un Saiyan est donc assez lente, mais quelque part assurée tant qu'il continue de s'entraîner. C'est la raison pour laquelle Goku sait que sa marge de progression est infinie et continue sans cesse de s'entraîner. Il a très vite compris le processus qui sous-tend son évolution et sait qu'en s'entraînant et en emmagasinant de la puissance, il se crée aussi une réserve de puissance potentielle qui sera révélée au moyen d'une émotion comme la colère ou le désespoir. Et maintenant, voici ma question, celle qui va orienter la vidéo. Est-ce que, selon vous, Goku SSJ1 est conscient, quand il atteint le SSJ1, qu'il peut atteindre une forme SSJ3? Réponse: non. Bien en dehors évidemment de toute cohérence narrative, évidemment que quand Toriyama a créé le SSJ1, le SSJ3 n'était même pas encore un embryon d'idée dans son esprit. Je parle vraiment si on prend le truc pragmatique, si on pouvait rentrer dans la vie des personnages, etc. Est-ce que si on avait demandé à Goku au moment où il a atteint le SSJ1, est-ce que tu penses pouvoir atteindre un jour un SSJ3, évidemment qu'il aurait dit non. Pourquoi ? Parce que même si Goku se connaît très bien, il connaît très bien son corps, il connaît très bien ses limites, il connaît très bien sa marge de progression, il ne peut pas savoir qu'à un instant T, il va pouvoir atteindre plus tard un niveau qui est beaucoup trop éloigné de celui qu'il vient d'atteindre, puisque entre le SSJ1 et le SSJ3, je le rappelle, il y a un fossé monumental. Les deux niveaux de puissance sont beaucoup trop éloignés à ce moment-là pour que la puissance potentielle de Sangoku SSJ1 puisse lui permettre d'atteindre le SSJ3. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'existe, c'est ça la fonction des transformations Super Saiyan dans Dragon Ball, c'est simplement de montrer qu'à chaque nouvelle transformation, évolution, etc., c'est un potentiel qui a été débloqué et atteint. En revanche,
personne n'aurait le pouvoir de le propulser au-delà du maximum de son potentiel. Parce que même lui n'a pas conscience de ce que pourrait être un niveau supérieur au maximum de son potentiel. Et c'est pour ça que selon moi, en ce sens, la forme ultime de Gohan est bien supérieure à toutes les formes qui existent dans Dragon Ball. Elle permet à celui qui a accès de débloquer un niveau bien supérieur à celui que le guerrier aurait pu atteindre à son maximum d'entraînement et de potentiel, et ce sur un nombre incalculable d'années. C'est la raison pour laquelle Kaioshin insiste en disant que ce n'est pas la transformation qui compte. Et je rajouterais même, personnellement, que la transformation limite quelque part l'évolution du guerrier. Dans cette forme ultime, il n'y a pas de transformation, juste la possibilité à l'instant T d'accéder à des ressources supérieures aux ressources potentielles. Rendez-vous compte qu'en seulement quelques heures, Gohan, qui était alors d'un niveau plus faible que Cell, puisqu'il n'arrive pas à faire face à Dabra dans de bonnes conditions, même en Super Saiyajin 2, devient alors plus puissant que Goku SSJ3 qui est à ce stade infiniment plus fort que Dabra. Et tout ça est possible parce qu'à ce moment-là, Gohan a accès à des ressources qui n'existaient même pas en lui. Lorsque Goku est sur le point de quitter Gohan pour aller se battre contre Majin Vegeta, il dit à Gohan « Mets-toi en colère et personne ne pourra te vaincre ». Goku sait donc à ce moment-là que la puissance potentielle maximale de Gohan peut être atteinte grâce à une extrême colère. Et il est à ce moment certain que cette puissance sera largement suffisante pour vaincre n'importe qui, de la même manière qu'il était certain que sa puissance potentielle serait largement suffisante pour vaincre Cell, et il avait raison. Et bien avec la forme ultime, nous parlons d'une puissance bien supérieure au potentiel qu'entrevoit Goku sur la puissance de Gohan si celui-ci s'énerve. Cette forme a donc pour effet de créer des ressources inexistantes, puisqu'elle ne s'appuie pas seulement sur le potentiel du guerrier. Pour vous donner un exemple concret, je suis persuadé qu'au moment où Goku affronte Cell, s'il avait eu la possibilité d'aller voir Kaioshin et que Kaioshin aurait pratiqué son talent lui permettant d'obtenir la forme ultime, Goku aurait atteint une puissance qui aurait été bien supérieure à Gohan SSJ2. Pourquoi ? Parce qu'on lui aurait permis d'atteindre une puissance supérieure au maximum de son potentiel, en sachant que à ce moment-là, il se bat au maximum de sa puissance, donc pas de son potentiel, au maximum de sa puissance, et il fait presque déjà jeu égal avec Cell. Alors imagine si tu lui avais permis d'exploiter une puissance supérieure au maximum de son potentiel que même lui ne connaît pas vraiment encore. Mais du coup, comment cette forme ultime permet au guerrier d'atteindre une puissance et de créer de la puissance à l'intérieur de lui ? Et bien tout simplement, la réponse se trouve dans le titre de Kaioshin. Cette faculté ne provient pas d'un chef Namek, mais bel et bien d'un Kaioshin, ou autrement dit, d'un dieu. Et seule une capacité divine peut permettre à un mortel d'avoir accès à une énergie qu'il ne possède pas. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis bien que cette capacité est d'origine divine, et non pas que son pratiquant devient un dieu en l'utilisant. Preuve en est que l'on peut sentir le ki de Gohan lorsqu'il est sous cette forme ultime. Et tout ça va me permettre du coup de répondre à la question, pourquoi la forme ultime est-elle la plus puissante ? Cette forme est donc la plus puissante, mais surtout la plus efficace de Dragon Ball Z. Tout simplement parce que quel que soit le niveau de celui qui la pratique, elle lui permettra automatiquement d'avoir accès à une puissance bien plus élevée que ce que son potentiel pourrait le lui permettre. C'est aussi la raison pour laquelle Gohan ne se transforme plus en Super Saiyajin à partir du moment où il peut l'utiliser, comme le montre le film L'attaque du dragon, et éventuellement dans Fusion, même si ce film n'est pas replaçable dans l'histoire, donc nous ne sommes pas sûrs que ce soit effectivement la forme ultime qu'il utilise à ce moment-là. En effet, la transformation Super Saiyajin devient alors inutile, puisque en suivant ce processus, le Saiyan doit passer par plusieurs transformations pour seulement pouvoir espérer atteindre sa puissance maximale, loin de pouvoir débloquer son potentiel et encore moins aller au-delà. Lorsque Gohan se change en forme ultime, cela montre tout simplement qu'il a atteint, en principe, une puissance bien supérieure à n'importe quelle puissance qu'il a pu atteindre et qu'il pourrait atteindre seul. Mais comme Dragon Ball Super nous l'a montré, cette forme ultime a aussi des limites, et je vais vous les expliquer maintenant. En effet, dans le film Fukatsu no F, Gohan explique qu'il ne s'entraîne plus et n'a donc plus la possibilité d'accéder à cette forme. Et cette explication prouve qu'à ce moment précis, la puissance maximale de Gohan se situe au niveau Super Saiyajin, et donc son potentiel doit certainement s'élever au SSJ2. Mais comme il ne s'entraîne plus, et compte tenu de ce que j'expliquais plus tôt, il n'a pas créé une énorme puissance potentielle, si bien que sa forme ultime ne doit pas pouvoir s'activer du fait du peu de puissance potentielle que possède Gohan à ce moment-là. Rendez-vous compte que dans ce film, Gohan se fait étaler par Freezer, alors que celui-ci n'est encore
encore que dans sa forme initiale, même s'il s'est entraîné. Gohan est donc beaucoup moins fort à ce moment-là qu'il ne l'était contre Cell. Nous pouvons donc supposer que pour être atteinte, cette forme nécessite une puissance minimale, de la même manière qu'un Saiyan ne peut pas atteindre sa forme Super Saiyajin s'il n'a pas un minimum de potentiel à exploiter. Pour autant, il se rend compte par la suite qu'il manque de puissance et frustré de ne pas pouvoir à nouveau atteindre sa forme ultime, il décide de s'entraîner avec Piccolo et très rapidement il peut atteindre cette forme et rivaliser avec Goku SSJ Blue. Le seul fait qu'il puisse égaliser avec son père en forme SSJ Blue alors que 2 mois avant il ne s'entraînait plus doit vous faire comprendre l'effet multiplicateur hors norme de puissance de cette forme ultime. Comment est-ce possible? Tout simplement en appliquant le principe que j'ai énoncé juste avant. Le guerrier s'entraîne, développe sa puissance maximale et son potentiel et la forme ultime s'active pour révéler un niveau supérieur à la puissance potentielle du guerrier par un effet que j'appellerais divin. De la même manière que le Kaioken n'avait pas été assez exploité alors que c'était clairement la technique à conserver, imaginez ce qui se passerait dans Dragon Ball si tous les personnages, puisque je le rappelle, la forme ultime n'est pas réservée qu'aux Saiyans, donc si tous les personnages avaient accès à cette forme ultime. Des personnages dans Dragon Ball Super comme Goku ou comme Vegeta qui ont déjà accès à des puissances divines. Imaginez ce qui se passerait s'ils avaient justement la possibilité d'atteindre au-delà de leur puissance potentielle au moment où ils ont déjà une forme divine. Toriyama l'avait très bien compris à la fin de Dragon Ball Z, il y a une limite aux transformations et les formes doivent devenir progressivement la norme. C'est la raison pour laquelle il a créé cette forme ultime pour Gohan. Une forme simple mais dont l'impact est bien plus imposant qu'un Super Saiyajin. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que cette forme ultime a une composante divine. Parce que lorsque les Saiyans voyaient déjà leurs limites dans Dragon Ball Z, Toriyama a embrayé sur un aspect divin, exactement comme c'est le cas dans Dragon Ball Super. Donc si on théorise un peu, la forme ultime est une forme qui permet d'atteindre une puissance supérieure au potentiel du guerrier tout en gardant un aspect visuel simple. Elle permet au scénario de pouvoir continuer à faire augmenter les puissances des personnages sans s'encombrer de transformations trop compliquées. Quelle est la forme actuelle qui reprend très bien ce schéma? Oui, l'Ultra Instinct, une forme qui permet au guerrier d'utiliser une puissance bien supérieure à son potentiel maximal puisqu'il s'agit d'une forme dans laquelle la conscience n'existait pas et dans laquelle le corps anticipe de lui-même les mouvements. Et bien sûr, il s'agit d'une forme divine. D'une certaine manière, un guerrier qui s'entraînerait de manière extraordinaire et qui repousserait sans arrêt ses limites et qui acquérait au fil du temps une énorme puissance maximale et donc une encore plus grande puissance potentielle, on pourrait imaginer que s'il pouvait atteindre cette forme ultime, il pourrait dépasser un combattant qui lui utilise le Migate no Gokui. Et là c'est le fan de Dragon Ball qui parle, mais effectivement je pense que cette forme a été quelque part un espèce de gâchis. En tout cas que cette forme sur Gohan a été un gâchis parce que si Gohan avait continué à s'entraîner, cette forme aurait clairement pu faire de lui le numéro 1 dans chaque arc de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Ça veut pas dire qu'à un moment ou un autre, il n'y en aurait pas un méchant qui serait arrivé qui aurait été plus fort, mais je dis simplement que c'est un gâchis d'attribuer une technique aussi extraordinaire à un personnage qui était au départ un personnage principal et qui est devenu un personnage secondaire. Et je ne comprends pas pourquoi cette technique n'a pas été réexploitée après. Et si je devais parler de ce que j'ai envie de voir pour la suite, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo plus tôt, moi ce que j'aimerais vraiment voir, ce serait un arc avec Oob, donc que ça se termine au dernier Tenkaichi Budokai, et pourquoi pas après un arc avec vraiment l'entraînement de Oob, etc. Et j'aimerais bien justement que Oob puisse utiliser cette technique, étant donné que c'est pas un personnage qui aura pour spécificité de se transformer, c'est pas un Saiyan, c'est un terrien, donc il a pas vraiment de transformation à proposer. Une forme ultime pour Oob, tu vois, ça pourrait me plaire, vraiment. Amigos, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme tous ceux qui le font dans les autres vidéos, n'hésitez pas à partager parce que moi ça me fait très plaisir et ça m'aide beaucoup quand vous partagez les vidéos. Un petit like, etc. si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube. Sur Instagram aussi, ça y est, maintenant je bombarde pas mal sur Instagram, donc allez-y, à chaque fois c'est Yaniv avec un V, Yaniv avec un V, Yaniv avec un V, pas compliqué, tu l'écris une fois, tu l'écris 3 fois, hein. N'oubliez surtout pas d'aller lire les articles du Point Geek, ça c'est important. Toujours privilégiez ce qui nous unit et bannissez ce qui nous divise. Et c'est tout pour moi amigos, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, bisous.